On le voit, oui. Oui. Voilà, donc vous avez la okay. Donc bonjour à tous. Comme donc on a été présenté, je suis donc en charge jusque on va dire début juillet du recrutement de l'armée de terre pour la Marne. Et donc à côté de moi mon collègue qui va me relever. Donc c'est avec lui que vous discuterez plus tard si vous devez venir chercher des informations concernant l'armée de terre. Donc c'est moi qui vais prendre la main sur cette présentation parce que c'est un peu moi qui l'ai faite, donc je vais me permettre de la dérouler tranquillement. Si vous avez des questions, vu le principe de la visio, malheureusement on ne pourra pas faire des échanges en temps réel. En revanche, n'hésitez pas à noter vos questions pour qu'on puisse y revenir et de manière à échanger sur les sujets qui amèneraient discussion plus tard. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est qu'à la fin de cette intervention, vous ayez le maximum de réponses sur ce qu'on peut faire, ce que vous pourriez faire chez nous dans un cadre vraiment de votre spécialité. Parce que si je suis là aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment pour s'appuyer sur vos connaissances qu'on pourrait transposer immédiatement dans l'institution. Voilà. Donc ça, c'était la page d'introduction. Donc, je vous propose de dérouler ce PowerPoint. Donc, ça, c'est le logo que vous avez dû voir un peu partout, recruter forme, parce que l'armée de terre, comme pour vous qui êtes à l'école, à chaque fois, on a des spécificités qu'on devra, je dirais, mettre en place pour pouvoir travailler dans l'institution. Donc, même si vous avez des diplômes qui sont très pointus, à un moment donné, on a notre spécificité, on a nos règles, et à partir de là, il faudrait que vous puissiez les adapter. D'où notre petite formation qui est associée souvent à chaque module. Voilà, c'était pour préciser. Et c'est parti. Donc, là, la première image d'introduction, c'est pour vous dire que, vous voyez, on a des hommes qui sont sur le terrain, mais qui sont forcément des spécialistes parce qu'on voit qu'ils ont du matériel de transmission, des matériels de pointe avec des jumelles de visée, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on vient chercher des spécialistes dans chaque école. Quand on a besoin d'un cuisinier, on va dans une école où les gens apprennent à faire la cuisine. Quand on veut des mécaniciens, c'est la même chose. Et si on veut des gens spécialistes dans le domaine informatique, eh bien, on vient dans votre école pour les chercher. Voilà. Donc, le sommaire, en premier lieu, on va voir l'armée de terre, les métiers, les spécialités rapidement, mais nous, les missions des SIC. SIC, c'est votre domaine à vous, donc les systèmes d'information et de communication. Les opportunités dans l'armée de terre, les parcours professionnels, le recrutement, les écoles de formation, hein, ça mérite d'être clair. Le métier et les spécialités de l'armée de terre. Donc, un seul métier, soldat. D'accord? C'est bien le truc. Pourquoi? Comme vous l'avez vu sur la première photo d'introduction, chaque personne est un soldat parce qu'elle est amenée à faire son métier sur le terrain. Donc, ça a quelques exigences, mais c'est surtout aussi un spécialiste dans un domaine, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer pendant cette petite présentation. Donc, il y a les spécialités que tout le monde connaît, les spécialités du combat. Donc, les combattants de l'infanterie, les combattants des blindés, les combattants du renseignement. Ça vous interpelle peut-être déjà un petit peu. Ensuite, on a les combattants de l'artillerie, les combattants du génie, les combattants de l'aviation légère de l'armée de terre. Ça, c'est ce que vous avez l'habitude d'envisager par rapport à un travail, je dirais, dans l'armée de terre. En revanche, on a d'autres familles de spécialités. Et ça, c'est peut-être ce que vous avez moins envisagé. Donc, forcément, c'est pas ce qui va vous coller à la peau directement. Un conducteur de véhicules spéciaux, vous dites, moi, je viens pas pour ça, je comprends. Magasinier, combattant du NBC, ça vous savez peut-être pas ce que ça veut dire, nucléaire, bactériologique, chimique. Donc là, vous voyez, avec la saison qu'on vit en ce moment, c'est des gens qui ont été sur le pont depuis début mars. Hein. Combattant de l'appui, mouvement logistique, combattant des transmissions. Voilà, là on commence à rentrer, à toucher du doigt un peu votre domaine. On a bien sûr besoin de mécaniciens, donc dans l'avionique. Alors vous dites, pourtant les avions, ils n'ont pas d'avion. Nous, c'est ce qui s'appelle les hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre, d'accord? Donc l'avionique. L'électromagnétique, là on commence à s'approcher également, le moteur, optronique, système d'information, d'armement, électromécanicien, frigoriste. Alors pour vous donner un exemple, frigoriste, c'est la personne qui est la plus projetée dans l'armée de terre actuellement. Donc c'est pas le combattant d'infanterie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais c'est celui qui s'occupe, pas des frigos, mais des clims. Alors, c'est pas trop les clims pour les personnels, mais c'est les clims pour vos bons vieux Mac qui, une fois qu'il fait 40 degrés à l'ombre, dans un shelter ou quoi que ce soit, vous entendez l'hélice commencer à tourner comme celle d'un avion, et au bout de 5 minutes, il va se mettre en veille. Donc, si on a besoin de clim, c'est pour nos matériels. D'accord? Donc, actuellement, on a plus de 20 000 personnes qui sont déployées sur des théâtres d'opération. Donc, forcément, il y a des gens qui sont là pour s'occuper de nos clims. OK?
Donc voilà, c'était déjà pour élargir un peu le spectre de ce que vous auriez pu imaginer. Au-delà des spécialités des purs combattants, vous avez vu qu'il y a déjà plein d'autres spécialités et vous vous trouvez dans la partie combattants des transmissions. Donc la mission des cycles, pourquoi? Parce qu'en fait, on est rentré, et vous le savez mieux que les autres, dans la numérisation. Alors la numérisation, chez nous, c'est la numérisation de l'espace de bataille. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. Ça, c'est en fait la hiérarchie, je dirais, déployée sur le terrain. Ça va de la section à la compagnie, qui est plus grosse, au régiment, au PC brigade, au PC division, et ensuite qui va jusqu'au satellite. Et le satellite, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie cette situation à la métropole, donc la France, au centre de Paris souvent, dans un sous-sol, où des gens vont pouvoir suivre en temps réel la situation d'un espace de bataille. Donc, pour que les gens puissent avoir ces informations, il faut absolument qu'il y ait des échanges qui se fassent entre les gens qui sont déployés au plus bas sur le terrain et ceux qui sont au plus haut, restés en France, pour prendre les bonnes décisions. Donc, ça veut dire que ça passe par du temps réel et également ce qu'on appelle du temps réfléchi. Donc, je ne sais pas si ce sont… Alors, je ne peux pas dialoguer avec vous, c'est là où ça atteint ses limites. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié ce principe de temps réel et de temps réfléchi. En fait, on peut imaginer que le temps réfléchi, c'est le programme qui vous aide à fonctionner. Donc, vous imaginez que vous allez faire une intervention à tel endroit, à tel moment. Et puis, le temps réel, c'est ce qui va réellement se passer. D'accord? Donc, entre ce que vous avez prévu et ce qui va se passer, ça ne se passe jamais de la même façon. Donc, c'est là qu'on doit intervenir et c'est pour ça que les comptes rendus sont importants pour le suivi des informations. Voilà, donc pourquoi? C'est parce que maintenant, on doit savoir à tous les… Alors, je ne sais pas, vous avez vu les séries 24 heures, j'imagine, 24 heures chrono, je ne sais pas si il y en a qui étaient adeptes, où on voyait Jack Bauer qui était quelque part au fin fond de l'Amazonie et qui était en train de dialoguer avec le président des États-Unis. Dans le gros principe, c'est ça. C'est quelqu'un qui est déployé en temps réel, qui va être capable de renvoyer des informations au plus haut de ces échelons de commandement. La numérisation de l'espace de bataille, voilà, c'est aussi un autre plan qui vous dit que c'est pas seulement, donc oui, je suis de l'armée de terre, nous sommes de l'armée de terre, mais à un moment donné, on va dialoguer également avec les autres. Il n'y a plus une action qui se fait tout seul, d'accord? Donc on a ce qu'on appelle les bateaux, les avions et les hommes de terrain. Nous sommes essentiellement des hommes de terrain et nous dialoguons quand même avec les autres parce qu'aucune intervention ne va pouvoir se faire tout seul. Donc il faut absolument qu'il y ait un dialogue de prévu entre chacun. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des ponts d'ouverts avec différents niveaux de confidentialité, différents niveaux de moyens de transmission, des choses qui doivent être échangées entre un point A et un point B, mais qui n'ont pas forcément à basculer au point C parce que ça ne les intéresse plus, ce genre de choses. Donc tous ces filtres doivent être mis en place en amont, donc le temps réfléchi, de manière à ce que les informations en temps réel puissent circuler au plus vite. Donc, c'est là que ça devient compliqué, c'est que tout ça doit être bien prévu toujours en amont. Donc, vous imaginez votre place, vous, en tant que, je dirais, personne qui écrit des lignes de 1 et de 0 dans certains domaines, là, pour le coup, c'est vous qui allez prévoir ce qui va passer d'une passerelle à une autre. Donc, ce qui est du CIR, donc système d'information régimentaire, donc le niveau le plus bas, vers le SICEF, qui remonte à un niveau supérieur, pour remonter ensuite, pour dialoguer avec un avion, si besoin, pour dialoguer avec un bateau. Vous voyez, ce genre d'informations, elles doivent être en fonction de ce qui doit être échangé. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous a permis d'appréhender un peu mieux ce qu'on attend, je dirais, de la numérisation de l'espace de bataille, mais c'est en tous les cas ce que nous, c'est avec ça qu'on doit travailler quand nous sommes sur le terrain. Faciliter, donc le but, c'est faciliter le processus décisionnel et la conduite de la manœuvre. On en est bien là. Niveau de l'espace de bataille. Donc, à nouveau, je vous refais en gros, donc les méchants, c'est les rouges, les gentils, c'est les bleus, comme toujours, depuis qu'on est tout petit, ça marche comme ça. C'est les méchants, ils sont en rouge parce qu'ils ne sont pas gentils. Alors, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une vision globale de l'ensemble avec les différents niveaux, comme expliqué précédemment. Donc, on voit bien l'armée de terre qui discute avec les SIC des autres armées et qui vont également être à un niveau beaucoup plus haut. Donc, on passe du tactique au terrain, opératif sur place, stratégique, à un niveau beaucoup plus haut. D'accord? Des exemples de liaison, par exemple. Donc, je ne sais pas si certains ont déjà des connaissances dans certains domaines de transmission, mais par exemple, là, on a un centre de coordination pour vous donner. C'est quelque chose qui se déploie sur le terrain et qui doit être mis en station en l'espace de 1 heure ou 2. Et on a déjà différents types de liaisons qui nous servent à dialoguer avec différents interlocuteurs.
Donc, on va prendre en haut à gauche pour vous donc les moyens UHF, VHF. C'est ce qui nous permet de dialoguer directement avec un hélicoptère, un aéronef. On a ensuite la messagerie PR4G qui nous permet de dialoguer sur le module de commandement. Donc là, on est sur du temps réfléchi. On a de la phonie, on a de la messagerie H, donc H comme également hélicoptère, qui sont des messages dédiés. On a de la liaison 16. Donc ça, la liaison 16, c'est une liaison transmission de données qui est en temps réel. Ça veut dire que tout échange, en fait, c'est la 4G du militaire, je dirais. On envoie des informations, les gens se sont abonnés à cette boucle d'informations, donc ils sont rentrés avec des moyens de chiffrement, et une fois qu'ils sont abonnés à ça, en fonction de leur droit d'accession aux informations, eh ben, ils ont toutes ces informations qui sont actualisées en temps réel. On a la même chose en dessous, donc en bas à droite, les liaisons 11B, qui sont une liaison purement dédiée avec l'armée de l'air, par exemple, et qui sont des liaisons pour faire fonctionner des systèmes d'armes. Donc, système d'armes, c'est quoi? Ça peut être un drone, ça peut être un missile, c'est une bulle de protection quand on fait un G20, c'est ce genre de choses, d'accord? On a le LAN, Ethernet, la fibre optique. Ça, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est à vous, parce que sinon, alors là, c'est la misère totale. Ensuite, on a du filaire, parce que avant d'avoir des liaisons Internet, je vous rappelle qu'on était tous sur des téléphones avec des 2 fils, et on peut faire passer les mêmes informations. Et ensuite, on a la LAPI, Low Level Air Picture Interface, qui sert à dialoguer avec les centres alliés. Donc, là, ça veut dire qu'on se plug l'un à l'autre, donc on est à portée de fibre optique, quoi. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que rien que sur un certain centre, il y a une personne qui devrait être capable de mettre en œuvre tout ce type de liaison. Alors, ça peut sembler énorme parce qu'on a des chiffreurs, on a des choses, mais avec le temps, c'est comme vous, la première fois que vous êtes rentré dans un programme, j'imagine, vous étiez un peu, vous regardiez ça avec des gros yeux, et maintenant, vous êtes complètement adepte de ce genre de choses. Donc, il ne faut pas se laisser, je dirais, dominer par une crainte. L'armée recrute et forme, c'est aussi pour vous former sur ce type de protocole. Donc, je sais qu'il n'y a pas de questions, vu que personne n'a levé le doigt. Non, je plaisante. Mais donc, on va basculer maintenant sur les matériels. Donc là, on va basculer relativement rapidement pour laisser la place après plus, je dirais, à du dialogue par rapport à tout ce que vous aurez vu. Donc, je vais vous présenter beaucoup de matériel qui vont vous montrer qu'en fait, la variété de mise en place en fonction des niveaux sur lesquels on veut travailler est énorme. Donc, d'où les spécialités et les évolutions qu'on pourra faire en interne. Donc, on a des matériels de système de communication, ce qu'on appelle réseau de théâtre. Donc, un théâtre, c'est un endroit où on se déploie pour réaliser une mission. Voilà. Alors, c'est souvent à l'étranger, d'accord. Donc, on a de la BLR, boucle radio locale, ainsi de suite. Ça, en gros, c'est quelque chose que vous allez transmettre par radio. Ensuite, on a les SATCOM, donc avec les systèmes Syracuse et Comcept, qui sont des moyens, comme le nom l'indique, vraiment de satellites. D'accord. Et enfin, le matériel radio et informatique. Voilà, c'est pour vous montrer les différents systèmes. Donc là, vous imaginez bien qu'on est sur une antenne 4G basique. La boucle locale radio, ça ressemble à ce qui est sur le toit de vos immeubles. Donc c'est celle qui est en bas à gauche. Vous voyez que c'est exactement ce que vous voyez d'habitude sur les toits de nos immeubles, de nos châteaux d'eau et ainsi de suite. Donc on est exactement sur le même type de liaison. Donc en gros, vous êtes autonome, vous êtes 2 ou 4. Et vous allez devoir vous déployer pour mettre en œuvre des systèmes qui vont être de la prise de réseau jusqu'à la transmission des informations. Voilà, donc un autre système à droite, c'est des réseaux sans fil qui permettent à ce coup-ci de faire, je dirais, un peu de Wi-Fi en local, mais bien sûr avec des abonnements spécifiques. À nouveau, donc là, ce coup-ci, on est plus sur du point à point, c'est-à-dire que c'est l'antenne vers une autre antenne, ce qui permet d'assurer une certaine sécurité parce qu'il faudrait que quelqu'un se mette entre les 2 faisceaux pour communiquer. Donc, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus compliqué déjà pour s'insérer dans ce type de liaison. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais tout ça, c'est toujours chiffré, d'accord. Il faut être abonné et les moyens sont chiffrés avec des clés de chiffrement qui tournent régulièrement et avec des algorithmes et des choses comme ça. Des systèmes toujours de réseau de théâtre, mais on est plus sur la partie qui va se mettre en place dans du dur. Parce que quand on s'installe, alors comme on dirait en 2013, quand le président de la République nous a dit sur l'opération Serval, faut y aller,
On y va d'abord avec des moyens mobiles, et quand on va s'installer dans la durée, on va installer des moyens qui seront beaucoup plus lourds. Voilà, et parce que le théâtre va grossir, et c'est là où on va mettre des moyens de plus en plus imposants, avec des ordinateurs, avec des moyens de transmission associés à chaque fois, et des tuyaux qui vont avec, parce que ça ne sert à rien de mettre 200 ordinateurs si vous mettez un tuyau qui ne laissera rien passer comme information. Mais ça, je pense que vous l'avez bien compris aussi, l'intérêt de passer à la fibre optique. Des systèmes donc de théâtre déployables rapidement. Voilà, ce sont des PC. Donc là, vous êtes, par exemple, c'est pour quelqu'un qui va être d'un niveau, je dirais, chef de groupe, donc ce que nous on appelle un sergent quand il commence, et qui va être avec son petit équipage et qui sera autonome, qui va déployer son camion à droite à gauche avec son antenne, qui va mettre en place ses moyens de transmission. Des satellites, donc là de très haut débit, donc vous voyez la taille de l'antenne satellite qui est déployée, donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui va être autonome, donc là on va être sur des plus grosses équipes. En général, vous ne serez pas, c'est pas un niveau individuel de l'équipe, vous êtes je dirais au moins une trentaine pour vous déployer, parce que faut être gardé, parce que vous comprenez que c'est un moyen stratégique. Si ce genre de matériel était, je dirais, endommagé, ça serait problématique pour le théâtre. La même chose, voilà, mais cette fois-ci de manière un peu différente, et ça joue sur des ondes différentes également. Voilà, une baie, donc une baie, ça je ne vous présente pas non plus ce que c'est qu'une baie, mais vous voyez qu'à un moment donné, une antenne tout seul, ça ne sert à rien, il faut que ça soit associé à des moyens qui vont envoyer des informations derrière. Et ça, c'est ce qu'on peut faire pour des PC, un poste de commandement, pardon, que vous allez mettre en place quelque part, et vous allez fournir les différents accès, qui soient justement ordinateur, radio, phonie, tous les moyens qu'on pourrait vous demander pour mettre en place pour équiper un théâtre et permettre la communication. Donc, on regroupe à nouveau encore des petites antennes avec des moyens mobiles légers, comme on voit en bas, et des moyens plus lourds sur celle en haut à gauche. Voilà, ça en gros, nous, c'est notre téléphone portable. D'accord. Alors bon, j'avoue, il est un peu gros, mais c'est parce qu'en fait, il est quand même militarisé. Donc, le but de tout ça, c'est que de l'utilisateur jusqu'au niveau le plus haut déployé sur un théâtre d'opération, eh bien, les gens puissent échanger aussi bien de la phonie que des messages qui sont déjà formatés. Donc, ces messages, on a juste à remplir quelques informations dedans. Et à partir de là, le terminal, dans ce qu'on appelle le TTGC chez nous, le terminal de gestion va pouvoir, avec des messages formatés, envoyer déjà des choses compactées dans les postes de transmission, en fait. Donc, le but, c'est que, pareil, en fonction d'un niveau bas, les gens fassent des comptes rendus de ce qui se passe, de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils vont faire, et que ça tienne informer au fur et à mesure les niveaux plus hauts pour échanger des informations. Donc, ce que vous voyez en dessous, ce qu'on appelle un DDI, c'est un terminal d'initialisation qui permet de charger les clés de chiffrement. Et si la personne est autorisée à rentrer dans ce réseau, elle pourra le faire grâce à son DDI. Si en revanche, elle n'est pas autorisée, jamais elle sera capable d'intervenir dans la conversation et d'échanger des messages avec. Donc, d'où l'intérêt aussi chez nous, toujours, de prévoir en amont le déploiement qui sera effectué. Vous ne pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas prévu. Voilà, c'est aussi une protection. Voilà, l'intérêt de tout ça, c'est de comprendre que vous allez travailler à différents niveaux. On a un réseau informatique global, et vous le savez, le problème, l'avantage de l'informatique et des réseaux Internet, c'est que tout le monde peut dialoguer dessus. L'inconvénient d'un réseau informatique, c'est que tout le monde est en lien. Et à partir de là, ça crée des failles. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé des coupures, carrément. C'est-à-dire qu'il y a des passerelles qui autorisent ou pas certains messages, et sinon, ils vont être bloqués. De manière à réduire, je dirais, les attaques qu'on pourrait subir, parce qu'il y a forcément des gens bien intentionnés qui vont toujours essayer de venir chercher vos informations, peut-être pour les monnayer ou je ne sais pas quoi. Donc, on a segmenté nos réseaux en fonction d'avec qui on voulait échanger, de façon à protéger les différents échelons et d'isoler éventuellement quelqu'un qui serait attaqué par un virus ou par de la malveillance. Donc, le niveau le plus bas, c'est le réseau opérationnel non protégé, NP, d'accord, où là, les gens vont échanger de la façon la plus rapide possible et libre en bloquant le moins d'accès possible. Et dès qu'on va monter d'un niveau, dès qu'on est sur du intradef, on est sur un réseau qui est durci, et à partir de là, celui-là, il est spécial France, on va bloquer donc des gens et des types de messages. Donc, c'est le problème qu'on a rencontré, c'est pour ça qu'on est venu à la White School, c'est que, par exemple, nous, notre niveau de communication en interne ne nous autorise pas
à faire certaines informations par des logiciels qui n'ont pas été validés par le ministère des Armées. Voilà. Ensuite, pareil, on monte. Donc, le niveau restricted, c'est le niveau, je dirais, le plus bas de l'utilisateur déployé sur le terrain, qui ensuite a des passerelles autorisées sur le réseau Mission Restricted, qui, à partir de là, va commencer à échanger vers le haut sur le réseau NATO Secret. Et là, c'est pareil. Donc, il y a des fois des opérateurs, c'est manuellement qui vont faire transiter certaines informations si elles ne sont pas autorisées à être faites par un programme. D'accord ? Ça permet d'isoler et de passer par des stations blanches, des SAS antivirus, pour que les différentes messageries puissent être faites. Alors, je dis, ça ne se fait pas forcément avec une clé USB, mais il faut peut-être que des fois, ça soit juste validé par un opérateur pour que ça passe d'une passerelle à une autre. D'accord ? À partir de là, ils auront vu si le message il est chiffré et sali ou pas par rapport à, je ne sais pas, un virus qu'il pourrait avoir dedans. D'accord ? Donc, comprenez bien qu'en fonction de ce que vous faites, vous êtes cloisonnés de façon à protéger les uns les autres de toute attaque. Les spécialités du domaine informatique, et c'est là où on va commencer à voir toucher du doigt vraiment là où vous allez pouvoir toucher du doigt ce qui vous pourriez vous projeter si vous ne voulez pas faire, je dirais, le côté terrain. Voilà. Donc, on a la réalisation des systèmes d'information, il y a eu un espace, donc le RSI. Là, c'est directement là où vous êtes projetable, vous, par rapport à ce que vous faites ici, j'imagine, par rapport à ce que j'ai compris du moins, c'est que vous allez être dans la réalisation, je dirais, de la préparation des systèmes. Donc, c'est une possibilité. On a la sécurité des systèmes d'information et de communication. Là, c'est pareil. C'est les gens qui vont être à la mise en place de tout ce qui est sécurité et protocole de sécurité, ainsi que clés de chiffrement, prévoir les chiffrements, prévoir les programmes où les gens ont le droit de rentrer, prévoir les DDI, donc les data interfaces qui permettent d'accéder, de laisser des gens rentrer dans le réseau, ainsi de suite, parce que tout ça, ça se prépare en amont. Et c'est forcément fait par des gens qui comprennent ce qu'ils font, parce que là, pour le coup, c'est quand même très spécifique. Et c'est des gens qui savent effectivement gérer des programmes. Ensuite, on a l'emploi des réseaux, donc l'EDR. Donc, c'est des gens qui, là, vont planifier aussi le circuit des messages et par là où vont circuler les informations. Et enfin, l'emploi des systèmes d'information qui planifient en fait à nouveau les machines et les systèmes qui vont être utilisés pour transférer et échanger ces informations. On a ensuite donc d'autres spécialités des SIC. Donc, c'est ce qu'on appelle les SIC, options radiographiques et emploi des réseaux mobiles. Là, c'est ce on a vu un peu en avant, c'est-à-dire c'est ceux qui vont aller se déployer sur le terrain. Donc, radiotélégraphiste, c'est une spécialité qui n'est pas prête de disparaître parce que dans certains endroits, on va prendre par exemple, on va imaginer la Guyane, comme ça c'est précis, les gens comprennent bien. Donc, quand on est en forêt équatoriale, par exemple, il n'y a qu'une chose qui passe, ça va être la radiotélégraphie. Quand on est en forêt, à un moment donné, tous nos réseaux mobiles, ça s'écroule. Les ondes ne circulent pas correctement. Il y a une telle humidité et une telle densité de la forêt équatoriale que seules les antennes radio basiques ancienne génération sont capables, en raison de leurs ondes de propagation, sont capables de passer à travers la forêt. Donc, ces spécialités-là, on en aura toujours besoin. Ensuite, on a les options télécommunications, emploi des supports de télécommunication. Ça, c'est un peu ceux qui vont s'occuper de nos satellites, de la mise en place sur les théâtres. Alors ça, vous allez me dire, ouais, c'est quand même, ça part dans tous les sens. C'est un peu l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut passer du réseau de systèmes d'information, celui qui crée les programmes, à celui qui va le mettre en place sur le terrain avec les moyens associés. Et c'est toute la richesse, je dirais, la spécificité de l'armée de terre, c'est que on a besoin des gens à tous les niveaux avec des compétences techniques. Parce que le gars qu'on va envoyer dans la forêt, s'il n'a pas de compétences purement, je dirais, télécom, il va être rapidement limité. Mais s'il n'a pas de compétences non plus en informatique, il n'aura pas un gars qui va pouvoir intervenir sur, je sais pas, sur on va dire sur le Google de l'armée de terre pour dire tiens, c'est bien simple, tu branches le fil rouge sur le bouton rouge, hein, d'accord, et c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc il faut avoir une vision d'ensemble et des connaissances. C'est pour ça que vous, dans vos systèmes à vous, vous avez une belle vision d'ensemble qui vous permet d'évoluer dans différents systèmes. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Moi, ça me semble évident comme ça, mais quand on arrive de l'extérieur, je ne sais pas si c'est évident. Un œil à droite, c'est compréhensible ou pas? C'est compréhensible. Ok, d'accord. Donc, c'est que j'étais peut-être assez clair.
Mais de toute manière, si vous aviez des questions, l'idée principale, c'est que là, on vous fait une présentation rapide, c'est de venir vous renseigner au CIRFA. On a des gens qui sont purement du domaine aussi, qui sauront vous présenter l'intérêt des différentes spécialités. OK? Donc là, on est sur le niveau, d'après ce que j'ai compris, qui correspondrait à votre niveau de scolarité que vous êtes en train d'avoir en ce moment, qui se situe entre bac à bac plus 2, d'accord, voire licence, en fonction des spécialités. Donc c'est ça, hein, c'est le domaine sur lequel vous êtes actuellement. Donc vous êtes pile poil dans ces domaines-là, donc dans du site pur, dans du système d'information, dans du système de réseau informatique et dans du système de développement. Les domaines du cyber. Alors là, souvent, on tape dans du plus haut. C'est-à-dire qu'il faut avoir peut-être un M1, un M2, mais comme on a du recrutement interne, les gens qui vont rentrer avec un bac 2, qui vont être, je dirais, des niveaux BTS ou IT, voilà, sont amenés à évoluer dans l'institution. Parce que nous, on capitalise sur la formation des gens pour augmenter. Donc le but, c'est que les gens qui servent dans un premier temps à un certain niveau capitalisent sur leurs connaissances, grandissent, accueillent les nouveaux, et eux, une fois qu'ils ont accueilli les nouveaux, prennent un échelon supérieur pour augmenter, et se spécialisent dans différents domaines. Alors, les domaines cyber, c'est, dire, vous êtes au cœur du système, hein, vous savez que ça va évoluer, ça va grandir, et ça sera de plus en plus important. Alors, pour une institution comme l'armée de terre, c'est d'autant plus vrai parce que, comme on l'a abordé tout à l'heure en introduction, on est amené à être protégé en permanence parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir venir chercher des informations chez nous, savoir où on en est, ce qu'on veut faire, quelles sont nos intentions. L'espionnage, hein, on ne va pas se voiler. Alors nous, par défaut, comme on est des gentils, on fait de la défense, d'accord? On ne fait pas de cyber-attaque, ok? C'est pas le but. On est de la défense. En revanche, pour faire de la bonne défense, il faut connaître les protocoles d'attaque. Okay, donc, vous voyez, c'est quand même le côté intéressant du système, c'est que vous êtes amené à étudier les deux côtés de la cyber. Le développement des systèmes d'information, ça va du développement également des applications. Chaque logiciel de l'armée de terre ou chaque système de l'armée de terre est développé de façon à ce qu'il soit utilisable le plus rapidement possible, pas forcément par des spécialistes informatiques. Donc, le gars qui est sur le terrain, il n'a pas intérêt à être obligé de bidouiller dans son ordinateur pour envoyer des messages. Donc, le but, c'est que ça soit le plus ludique possible, comme l'aurait fait un peu l'iPhone pour des applications. C'est que le gars sur le terrain, il faut qu'il puisse en quelques clics envoyer des comptes rendus rapidement. Donc, c'est vous, les cyber et les développeurs, qui permettez de faire ce genre d'application pour que les gens puissent travailler de manière plus rapide et plus efficiente. OK ? Les domaines réseau, télécom et systèmes d'information, c'est en gros quel tuyau allons-nous utiliser quand on est déployé à tel ou tel endroit. Donc, est-ce que ça passe par du RJ45 ou est-ce que ça va passer par du satellitaire ou est-ce que ça va passer par de la 4G? Voilà, c'est vous, en fonction de l'architecture et de la mission à remplir, qui déciderez quel réseau privilégier pour atteindre le point de communication nécessaire pour remplir la mission. Et ensuite, tout ce qui est domaine informatique, là, ça va être des développements, des propositions à faire dans des domaines particuliers où on vous demanderait de faire de la recherche dans certains pôles. Donc là, c'est par rapport à vos niveaux bac plus 2 licence, c'est quelque chose que vous serez amené à faire en deuxième partie de carrière. Mais il faut savoir qu'il faudra passer certainement par là si vous décidez de rentrer, et c'est ça qui est important. Alors, comment ça marche? Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais là, on est à la white school et le but, c'est que si je veux rentrer dans l'armée de terre, comment ça va se passer? Alors déjà, il faudra venir voir le capitaine assis à côté de moi pour commencer votre parcours. On ouvrira un dossier ensemble, donc ça, c'est purement administratif. Ils vous expliqueront les procédures à suivre et comment vous préparer pour faire, je dirais, ces petites évaluations. Parce qu'on vous enverra à Nancy. Donc ça, c'est... on vous donne le dossier, les billets de train pour y aller, on vous explique comment faire et on vous aide de manière à atteindre un niveau suffisant pour pouvoir travailler dans la spécialité qui vous intéresse. Alors vous, le but, c'est que vous soyez projetable, d'accord? Comme vous l'avez bien compris, votre métier, votre spécialité, votre métier de soldat et votre spécialité vous amènera à aller aux quatre coins de la planète. Ça, c'est important. Donc pour ça, on doit être certain que vous soyez en bonne forme physique, et aussi en bonne forme d'un point de vue médical. Pourquoi? On ne va pas vous envoyer dans un pays chaud si vous êtes un peu faible, d'accord? Ça serait dangereux, ça serait vous mettre en danger et ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc, ça passe par plusieurs choses. Première chose, ça passera par une visite médicale qui nous permettra de savoir si vous êtes apte médicalement à exercer le métier de soldat.
Ensuite, vous ferez des tests psychotechniques pour savoir si vous êtes un bon camarade, si vous êtes quelqu'un qui est capable justement d'évoluer seul. Est-ce que vous avez une bonne gestion du stress? On ne va pas vous envoyer quelque part où c'est un peu tendu. Si ça vous paralyse, vous ne pouvez plus évoluer dans votre travail. Donc, ce n'est pas intéressant non plus. Quelques tests sportifs. Donc, vous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez suffisamment dynamique. C'est pas avec vous qu'on veut gagner les Jeux Olympiques, hein, d'accord? Ça, on l'a bien compris. C'est pas l'intérêt de la chose. En revanche, ce qui nous intéresse, nous, c'est vos compétences techniques. Donc, on veut savoir si vous êtes sportif, de façon à pouvoir, je dirais, réaliser une course de temps en temps s'il y a besoin, des choses comme ça, savoir nager. Donc, se préparer un peu. Ensuite, un entretien pour que vous situiez bien quelle va être votre future fonction au sein de l'institution. Et l'évaluation comportementale, c'est pour savoir si effectivement, quand vous êtes en société, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime vivre reclus sur son ordinateur dans le noir tout seul avec une lumière bleue, ou si juste vous voulez vivre avec une aventure humaine avec les autres. Voilà. Donc cette évaluation dure 2 jours. On s'occupe de tout et à l'issue, on fait un bilan ensemble. Les parcours professionnels. Donc il y a 3 catégories socio-professionnelles dans l'armée de terre. Donc vous, on va passer vite sur celle-là parce que je pense que vous êtes sur le clic juste au-dessus. Donc on a les militaires du rang, c'est des gens qui mettent en place les systèmes en gros, d'accord? Donc là, il faut avoir entre 17 ans et demi et 30 ans et ça marche par différents contrats. L'évolution à sous-officier se fait rapidement. Ensuite, les sous-officiers. Donc votre cible à vous certainement, de ce que j'en imagine. Donc là, c'est d'un niveau bac à bac plus 2, voire licence, être âgé au minimum de 18 ans et avoir au maximum 29 ans. Donc, je sais que j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui, malheureusement, sont un peu plus vieux aujourd'hui dans notre conférence. Mais bon, sachez que si vous connaissez des gens autour de vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à leur parler de cette opportunité. Donc, ces contrats, en fonction de ce que vous faites et de ce que vous souhaitez faire, ils peuvent aller ce premier contrat de 5 à 10 ans de service pour un premier contrat. Ensuite, ils sont renouvelables, bien sûr, parce que nous, quand on va vous envoyer en formation initiale pour apprendre le métier de soldat et ensuite à mettre votre spécialité directement sur des compétences techniques transposables dans l'institution, si vous allez faire peut-être en tout 18 mois de formation, c'est pas pour vous laisser partir au bout de 3 ans, d'accord? Ça n'a aucun intérêt pour nous non plus. Le but, c'est que vous compreniez bien où vous travaillez, ce que vous allez faire et que vous évoluiez dans cette formation. Donc, si vous restez, vous serez les bienvenus en général. Okay, c'est vraiment l'intérêt pour nous de l'institution, c'est de capitaliser sur vos connaissances et votre savoir-faire qui va grossir au fur et à mesure. Okay, et comme on l'a parlé tout à l'heure, à terme, avec une évolution vers les officiers pour gagner en responsabilité et en compétences dans différents domaines. Ensuite, donc, les officiers qui peuvent être, donc, si vous rentrez avec un master 1, master 2 dans votre domaine, seraient directement sur un parcours de spécialiste et là, purement un spécialiste dans votre domaine. Sinon, après, il y a les autres concours sur épreuve, mais vous, ce n'est plus votre parcours à vous. Donc, on va le passer. Les conditions générales du recrutement. Donc, il faut être de nationalité française ou au moins avoir la nationalité française. Pour les mineurs, mais je ne crois pas que ce soit votre cas, avoir l'accord des parents, forcément. Être en règle avec les obligations du service national, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire avoir été recensé et avoir fait sa JDC. Et ne pas avoir de condamnation qui aurait entraîné la perte de vos droits civiques. En gros, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir fait de bêtises et d'avoir été condamné. D'accord? Alors, vous entendez bien que c'est logique. Surtout que quand on a une spécialité comme la vôtre, vous avez accès à des choses confidentielles défense. Donc forcément, vous êtes des gens, je dirais, qui sont blancs de toute condamnation. Voilà. Alors, les écoles de formation, les CEFIM, donc c'est les centres de formation initiale du militaire du rang. Là, c'est une formation qui dure 3 mois. Et après, une formation de spécialité dans les régiments. Pour les sous-officiers, donc là, on vous envoie 8 mois à Saint-Mexan à l'École nationale des sous-officiers d'active, où vous allez apprendre le métier de soldat, puis celui de chef militaire, le petit chef qui va être capable de gérer une équipe. Alors, vous allez dire, 8 mois, c'est énorme. Oui, oui et non, parce qu'on vous apprend tout. Mais là où il ne faut pas avoir peur, c'est que ces 8 mois-là, vous avez signé votre contrat d'engagement, donc ça fait partie de votre travail, votre formation. Donc vous êtes payé, vous êtes nourri, logé, donc vous êtes dégagé de toute obligation, je dirais, extérieure, donc vous êtes tranquille, vous n'avez qu'à vous occuper de vous et de réussir votre formation initiale. Et accessoirement, ça, vous commencez à cotiser aussi pour votre retraite. Donc tout va bien. Et ensuite, vous partirez en école d'application. Donc pour vous, ça sera Rennes.
Ça va, il y a pire comme endroit, où vous allez apprendre votre métier de spécialiste dans la spécialité qui vous intéresse. Si vous êtes dans l'informatique, si vous êtes dans les réseaux, si vous êtes dans ce genre de choses, toutes vos formations seront faites à Rennes. Et là, à nouveau, vous êtes nourri, logé et payé pendant que vous êtes en formation de spécialité à Rennes. Alors ça va, vous avez vu, de 3 mois à 3 ans en fonction des différentes spécialités. Ceux qui se lancent dans la cyber, on dépasse l'année de formation forcément. Vous imaginez bien qu'il faut être un peu pointu avant d'être lâché sur les réseaux. Voilà. Et enfin, on va avoir les officiers. C'est donc une formation à Saint-Cyr-Couët-Quilan. Donc, j'imagine que vous avez tous entendu parler de l'école de Saint-Cyr, ou au moins de l'expression faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Eh bien, si, justement, faut sortir de Saint-Cyr pour comprendre certaines choses. C'est une grande école et c'est là où apprennent, je dirais, où sont formés nos officiers de l'armée de terre. Voilà. L'Internet. Donc, j'imagine que vous êtes tous allés surfer sur Internet quand vous avez appris que vous aviez une présentation de l'armée de terre, que vous êtes allé voir sur notre site. Donc, ce site, il évolue régulièrement et c'est là où vous avez certainement trouvé certaines informations qui correspondaient à vos domaines de spécialité. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à postuler sur le site et vous postulez sur le CIRFA de proximité où vous souhaitez obtenir vos informations et c'est là qu'on vous recevra et on vous donnera une information. Pour info, ce site risque de faire une grosse évolution au mois de septembre parce qu'on va changer de format. Donc, vous verrez évoluer tout ça aussi. Et donc, sachez que c'est des gens aussi de chez nous qui travaillent sur ça et peut-être vous dans 5, 10, 15 ans. Voilà, c'est à vous d'envisager votre parcours au sein de l'institution. Ça, c'est notre numéro de téléphone, donc le secrétariat qui vous mettra un rendez-vous si vous souhaitez. Donc, 03 51 42 41 23. Si un jour vous avez la chance de revenir sur Reims, parce que je ne sais pas où est-ce que vous êtes éclaté, sachez que là où il y a l'école, si vous reprenez le boulevard, vous retombez sur les promenades. Tout en haut des promenades, il y a la porte de Mars et nous sommes juste en face. Et voilà, maintenant je me tiens à votre disposition pour toute question, en espérant avoir été suffisamment clair et vous avoir donné des informations qui vous intéressent. Je vais juste rouvrir le diapo. Voilà. Donc, vous pouvez poser vos questions à partir de maintenant. On vous écoute. Allez-y, n'hésitez pas. Comme je dis toujours, il n'y a pas de mauvaises questions. Le but, c'est de repartir avec le maximum de réponses. Donc, du coup, j'avais une question. Imer Malik. C'est trop tard pour moi. J'ai 32 ans, malheureusement. Mais sinon, je vais quand même poser la question pour les autres. Vous avez fait un premier discours sur le premier métier que vous proposiez. C'est essentiellement, si j'ai bien compris, de la transmission d'informations, c'est ça? Alors, il y a plusieurs rubriques. Oui, parce que c'était vraiment au début, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Il y avait effectivement le métier des transmissions. Tout ça, ça fait partie des systèmes d'information et de communication. C'est la grande famille. Et effectivement, dans cette famille, nous avons plusieurs spécialités, sous-spécialités, je dirais. Et c'est là où on sépare effectivement sur l'aspect, je dirais, support et après l'aspect logiciel. D'accord? Et c'est vraiment là où ça se diffère. Si vous choisissez support, donc les supports de communication, c'est là où vous serez certainement beaucoup plus amené à aller sur le terrain. Si vous choisissez plus logiciel, vous serez peut-être plus amené à faire du travail de bureau, je dirais, de préparation de mission, ce genre de choses. Ok. Merci pour la réponse. Très bien, merci. Ok, super, merci de l'avoir posé. Certainement que ça a dû servir à d'autres personnes. D'autres personnes? Alors, question de Lucas. Au niveau matériel, vous travaillez avec un système d'exploitation réservé pour l'armée? Alors, oui et non. Je vais vous faire une réponse de Normand. Alors, on a nos ordinateurs qui sont des ordinateurs de gamme civile pour tout ce qui est, je dirais, niveau bas, dans lesquels on prépare des logiciels. Donc, on inscrit des logiciels dans ces ordinateurs qui sont développés par des boîtes en général, avec lesquelles on travaille et dont on vérifie que ça correspond bien à nos attentes. D'accord? Donc, des gens comme vous qui seront capables de vérifier que ça répond bien à l'ensemble des problématiques demandées et des sécurités.
Et ensuite, on a aussi des ordinateurs qui sont développés spécialement pour nous et des matériels spécialement pour nous, effectivement, parce que à partir du moment où ils vont sur le terrain et non plus dans des conditions d'exploitation, je dirais, tranquilles, bah, ces matériels doivent être durcis, ce qu'on appelle. Et quand ils sont durcis, bah, ils résistent mieux. Et c'est pas forcément de la gamme civile, parce que bah, même si c'est très beau un Mac, bah, ça résiste pas bien à l'humidité. Au bout d'un moment, ça atteint vite ses limites. Et nous, malheureusement, l'humidité, des fois, on est rattrapé par elle pendant plusieurs jours. Donc, nos logiciels doivent continuer de fonctionner pour pouvoir travailler et continuer notre mission. Donc, on a différents types de matériel en fonction de l'endroit où on va l'utiliser. Est-ce que ça répond à la question de Lucas? Oui, bah, merci Lucas pour votre question. Peut-être des autres questions? Deuxième question. Donc, vous pouvez donc passer par des présentations pour développer une partie de vos outils. Oui. Et si oui, vous développez ces outils en collaboration avec les prestataires. Oui, donc effectivement, ce sont des choses qui sont possibles. Comme je l'ai dit un petit peu juste avant, on fait aussi des appels d'offres, d'accord, qui sont développés par des grandes boîtes des fois, et parce que ces boîtes, elles peuvent travailler avec plusieurs pays, et ça fait baisser les coûts. Parce que si on développe purement un système pour nous, bah forcément, ça a un coût énorme, parce que bah, en recherche et en développement, et ensuite bah, en mise en place avec des matériels associés. Donc, quand c'est fait par des grosses boîtes, des boîtes externes, c'est eux qui assument ce coût-là et qui après, bah, en fonction de nos exigences, développent ou pas dans certaines directions. En revanche, en collaboration, oui également, parce que on assure le suivi de ce développement en permanence. C'est ce qu'on appelle faire partie d'une équipe de marque. Et à partir de là, les gens vont suivre tout le cursus du développement pour que si le développement de ce matériel ou de ce logiciel ne correspond pas à nos attentes, on réaiguille rapidement la société en charge du développement pour qu'elle fasse quelque chose qui nous intéresse. Sinon, ça n'ira pas au bout et ça dépense de l'argent dans le vide. Et il faut rappeler que nous, on travaille avec aussi l'argent de nos impôts. Donc, le but, c'est qu'on aille aussi à l'essentiel et qu'on ne perde pas de temps. Parce que c'est pareil, le développement d'un logiciel correspond à un moment. Et vous savez que l'évolution est tellement rapide, maintenant, de tout ce qui est domaine informatique, que bah, il faut absolument qu'on atteigne la sortie et la livraison du matériel au plus vite pour qu'on ne soit pas avec quelque chose de dépassé technologiquement. Donc, ce temps-là, maintenant, doit être mis à profit pour que ça aille le plus vite possible. C'est bon pour vous, Lucas? OK, merci pour la question. D'autres questions? Oui, quelqu'un d'autre? Vous pouvez intervenir directement à l'oral. Hein, ouais, s'il y en a d'autres qui ne veulent pas écrire, je comprends très bien. On peut poser des questions, il n'y a pas de souci. Donc, j'imagine qu'il n'y a plus de questions. C'est ça que ça veut dire, en gros? Bon, bah, j'imagine que tout le monde a tout compris. OK, donc bah, écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés pendant ces 3/4 d'heure. De toute façon, si jamais vous posez la moindre question, n'hésitez pas à aller sur le site s'engager.fr qui permettra de voir déjà les différents profils. N'hésitez pas à venir rencontrer, alors je ne sais pas si vous êtes tous de Reims ou si vous êtes juste pour vos études sur Reims, n'hésitez pas à aller rencontrer un CIRFA, d'accord? Les gens sont là pour vous renseigner. Souvent, on a des personnels qui sont issus directement je dirais, du domaine des SIC, hein, qui sont dans les CIRFA. Donc, il y aura forcément un spécialiste ou ils seront capables de vous orienter vers un spécialiste de manière à répondre à vos questions et que vous puissiez voir si vous souhaitez vous projeter ou pas sur un parcours. Le but, c'est d'être informé pour prendre la bonne décision. Donc ça, il n'y a pas de souci. Bah oui, Malik, pas de problème. Allez-y pour la dernière question. Yes. Du coup, vraiment, il n'existe aucune dérogation. Une fois passé les 30 ans, il n'y a plus aucune possibilité. Malheureusement, non. Parce que, malheureusement, non. OK. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, le but, c'est de pouvoir évoluer aussi au sein de l'institution. Oui. Et plus on rentre tard, le moins on a de capacité à faire une belle carrière. Bien sûr. Je comprends. Donc, voilà, c'est ça qui est dommage. Alors vous, pas de souci. En reconversion, c'est ça, vous êtes. C'est ça exactement. J'étais maçon avant.
Voilà, donc écoutez, félicitations déjà de vous remettre en cause et de vous lancer dans ce domaine-là. Bravo. Merci bien, merci bien. Maintenant, effectivement, vous arrivez un petit coup trop tard chez nous. Maintenant, Non, il n'y a pas de souci. si vous êtes intéressé pour servir quand même au sein de l'institution et peut-être dans un domaine des transmissions, je vous invite à peut-être à aller voir pour travailler dans la réserve. C'est quelques jours que vous pourriez faire au sein d'un domaine et en fonction de vos compétences, vous pouvez être utilisé pour travailler vos profils individuellement et vraiment dans ce domaine bien précis. Donc ça a été avec la formation. Je vous invite à postuler sur des régiments de transmission. Il y en a un peu tout autour de chez nous, dans la Marne, il y en a dans le Nord, dans l'Est de la France. Donc, si vous êtes intéressé, postulez pour faire de la réserve dans ce domaine-là. Vous pouvez aller faire jusqu'à 20, 30, des fois 100 jours de réserve à l'année, devoir faire des missions et vous serviriez dans ce domaine-là potentiellement. Donc, pourquoi pas, au cas où. Ok, à voir, je vais me renseigner. Bien sûr. En tout cas, je vous remercie pour l'info. Pas de problème. Merci bien. D'autres questions encore? Vu qu'on vient de rebondir sur d'autres choses, d'autres sujets? Donc, si c'est terminé, merci de votre attention. Donc, à nouveau, allez sur le site s'engager.fr. Vous aurez les coordonnées du CIRFA le plus proche. N'hésitez pas à téléphoner pour faire une information. Le but, c'est que vous partiez avec le maximum, vous puissiez faire vos choix d'orientation. C'est ça le principe. Et ça aide, quand on sait ce qui se passe, de faire les bons choix. Voilà. Merci pour tout et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre parcours et à bientôt peut-être. Au revoir. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous.